Alors, bonjour, bienvenue au Symposium L. Je suis Geneviève Paquette et aujourd'hui, on va parler ensemble des besoins de reconstruction des jeunes femmes qui ont subi des traumas, au-delà de la gestion du risque, de la stigmatisation, le soutien au processus de rétablissement et au développement des capacités. Pour introduire le symposium, je suis responsable de ce symposium-là. J'avais le goût de vous raconter l'histoire d'une collaboration entre chercheuses qui a commencé en 2009. Alors, en 2009, on m'invite au colloque du Gris, je finis ma thèse et je vois dans la salle Nadine Langto. Je me dis, non, mais c'est pas possible, je ne vais pas présenter devant Nadine Langto. C'est ça que je me dis en partant, parce que je la lis, évidemment. Je travaille sur les filles, notamment les filles en protection de la jeunesse. Alors, je présente mes résultats de thèse et puis elle me pose une question qui ressemble un peu à celle qu'on se pose encore aujourd'hui dans notre collaboration ensemble. Est-ce qu'on doit gérer le risque ou on doit gérer le trauma? Puis, de fil en aiguille, depuis 2009, on a collaboré de nombreuses fois ensemble. C'est une collaboration qui est toujours active. On a dirigé des étudiantes ensemble. Et puis, cette question-là, qui au départ était très tranchée, je disais, mais non, il faut traiter absolument que les traumas. Moi, j'ai bougé là-dessus. Je me dis peut-être qu'il faut faire les deux et gérer le risque et aussi soutenir la guérison des traumas. Alors, on vous posera la question à la fin, mais je voulais quand même mettre la table de cette manière-là pour vous dire qu'on travaille longtemps, les chercheurs, les chercheuses, sur les mêmes thématiques et je pense les intervenantes, les intervenants aussi, hein, c'est des thématiques complexes. Alors, c'est moi qui présente en premier. Alors, moi, je vais vous présenter les besoins des adolescentes qui ont subi une agression sexuelle sévère sous l'angle du rétablissement du trauma complexe. Alors, l'agression sexuelle sévère est relativement fréquente et associée à de lourdes conséquences chez les filles. Mieux comprendre ces conséquences-là pourrait nous permettre d'identifier leurs besoins de manière justement à soutenir leur rétablissement. La prévalence d'agressions sexuelles, qu'on le veuille ou pas, elle est assez élevée dans la population générale. Je me souviens au début de mes travaux, quand je travaillais sur l'agression sexuelle, les gens me disaient « Oui, tu travailles vraiment sur une population qui est composée de peu de personnes. » Maintenant, je pense qu'on en est rendu ailleurs. La population a été sensibilisée. Il y a de 14 à 22 % des femmes adultes qui rapportent une agression sexuelle dans l'enfance avec contact, donc avant l'âge de 18 ans. Et c'est quand même, il faut le dire aussi, les hommes aussi en rapportent dans l'enfance, donc entre 6 et 10 %. Les conséquences vont varier, notamment, on le sait, par la nature des gestes qui ont été subis par la victime, par son âge, la fréquence, la durée des abus et le lien qui l'unit avec l'auteur des agressions sexuelles. Les agressions sexuelles sévères conduisent à des conséquences sévères. La littérature scientifique est assez claire à ce sujet-là. Les agressions sexuelles sont considérées comme sévères lorsqu'elles comportent des conduites intrusives, donc des attouchements, voire des pénétrations, lorsqu'elles sont commises par un proche et lorsque leur durée est élevée. Donc, on parle de mois, voire d'années. À ce moment-là, elles sont associées à de nombreuses conséquences qui sont susceptibles d'être sérieuses et chroniques. Puis, la notion de trauma complexe peut nous permettre de les appréhender dans leur ensemble de manière cohérente, donc de sortir d'une approche un peu en silo ou en diagnostic de problèmes de santé mentale, par exemple. Le trauma complexe, je vais vous le présenter de manière éclair, c'est un concept à deux facettes. Premièrement, pour présenter un trauma complexe, il faut être exposé à un type d'événement bien particulier, des événements traumatiques qui prennent la nature de violences subies, qui est infligée par un proche et qui comporte une exposition prolongée. Lorsqu'on fait face à de tels événements, on est susceptible ensuite de présenter un trauma complexe, donc des conséquences importantes qui vont entraver, nuire au développement des jeunes et entraver leur fonctionnement adaptatif et psychologique. Les domaines du fonctionnement adaptatif qui sont affectés par le trauma complexe sont plus ou moins nombreux selon les modèles théoriques qu'on utilise. Il y a des modèles qui vont nous dire, grosso modo, c'est 3 composantes, d'autres modèles 5, 7. Moi, je vous présente un modèle avec lequel je travaille depuis le début de mes travaux, qui est le modèle d'Hermann, qui a été développé pour la première fois en 92, lorsqu'elle lance, si on veut, le concept de trauma complexe dans le domaine de la psychologie. Et il comporte 8 composantes que je vous présente très brièvement.
La première, c'est l'autorité sur le processus de remémoration. Donc, les victimes vont avoir des conséquences, vont avoir de la difficulté à se rappeler de l'événement traumatique, mais aussi de d'autres aspects de leur vie quotidienne. On va voir aussi des problèmes d'intégration des souvenirs avec l'affect, donc des émotions qui sont déconnectées des souvenirs, ou au contraire, un rappel de souvenir qui est déconnecté de son émotion. Des problèmes sur le plan de la tolérance, l'étendue et la régulation aussi des affects, soit des personnes, par exemple, qui vont ne plus ressentir grand-chose ou au contraire vont ressentir une variété d'émotions, mais de manière très, très intense. Des problèmes sur le plan de la maîtrise des difficultés qui sont associées au trauma complexe. Vous comprendrez que vivre de tels événements prolongés, subis dans le cadre de relations proches, amène toute une série de difficultés qu'il faut tenter de gérer. Et donc, on va aussi observer des difficultés à gérer ces difficultés-là. Des problèmes sur le plan de l'estime et du soin accordé à soi, des problèmes sur le plan de l'identité et de la cohésion du soi, des problèmes qui touchent les relations en général, et enfin, des difficultés à faire du sens avec l'expérience traumatique et de donner du sens à la vie après de tels événements. Alors, l'objectif de l'étude dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui visait à décrire les conséquences rapportées par des adolescentes qui ont subi des agressions sexuelles sévères en adoptant cette paire de lunettes-là, l'angle du trauma complexe selon Herrmann. Alors, pour ce faire, on a utilisé un échantillon de 39 adolescentes qui ont bien voulu nous rencontrer et nous confier ce qu'elles vivent tous les jours. Elles avaient en moyenne 15 ans au moment où on les a rencontrées et elles avaient toutes en commun d'avoir subi une agression sexuelle sévère. Alors, je vous donne quelques statistiques. 8 sur 10 d'entre elles avaient subi une agression sexuelle de la part d'un proche, souvent le beau-père, donc le conjoint de la mère, un oncle, un grand-père. 6 d'entre elles sur 10 nous rapportaient avoir subi évidemment des attouchements, parce qu'on est dans le champ de l'agression sexuelle sévère, mais voire des pénétrations. Et la durée moyenne des agressions sexuelles qu'elles avaient subies était de 12 mois. Elles étaient, fort heureusement, toutes desservies par les services en protection de la jeunesse au moment où on les a rencontrées. La collecte de données a été conduite par des entrevues individuelles semi-structurées à l'aide d'une version française et adaptée pour les adolescentes qui est du Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Interview, qui est un instrument de mesure qui se présente sous forme d'histoire de vie, qui a été conçu par Herrmann et ses collaboratrices pour tenter de faire le tour de toutes les conséquences des traumas complexes, mais aussi des étapes ou des indicateurs de rétablissement des victimes. Alors, je vous présente en un clin d'œil pour chacune des dimensions du trauma complexe les conséquences que les adolescentes nous ont rapportées dans les 39 entrevues que nous avons pu conduire avec des adolescentes agressées sexuellement. Alors, sur le plan de l'autorité sur la mémoire, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une enfance sans souvenir heureux et criblée de trous. Frédéric nous dit « Je n'ai pas vraiment de souvenirs heureux. Je vais devoir prêter ma voix, d'ailleurs, aux adolescentes. Je vais le faire du mieux que je le peux. » Katia nous dit « Avec tout ce qui m'est arrivé, j'en ai pas vraiment, non, de souvenirs positifs. » Et Mégane nous dit « Il y a des bouts que j'ai perdus, c'est clair, des années même. » Sur le plan de l'intégration de la mémoire et des affects, on peut voir clairement dans les entrevues que pour certaines d'entre elles, les liens entre certains souvenirs et leurs émotions sont rompus. Claudel nous dit « Bien, je sais pas, moi, comment je me sens quand je repense au passé. Je suis capable de rien ressentir. » Fait que... Et Mélanie nous dit « C'est que je m'en souviens pas vraiment de comment je me sentais à ce moment-là. C'est flou dans ma tête. » Sur le plan de la tolérance, l'étendue et la régulation des affects, on voit des émotions qui les submergent et qui varient énormément au quotidien. Alors, Annick nous confie « J'ai souvent envie de fesser dans les murs et de piocher dans le monde. » Clara nous dit « J'ai toujours des sautes d'humeur. Comme dans une journée, je peux arriver super joyeuse, puis 10 minutes après, je suis à terre. Je deviens vraiment triste. Après ça, je suis excitée. Après ça, je suis en colère. Ça varie vraiment. » Alors, on peut se dire que passer une journée comme ça doit être assez exigeant au quotidien. Sur le plan de la maîtrise des difficultés,
Plusieurs des adolescentes nous ont parlé de toutes sortes de moyens qu'elles mettent en place pour tenter de gérer les difficultés avec lesquelles elles doivent vivre suite aux événements violents qu'elles ont vécus. Certaines vont tenir des journaux intimes, vont écrire, donc. D'autres vont faire de l'activité physique en disant « quand je vis une émotion forte, je fais de l'activité physique ». Je vous présente quelques-unes de leurs stratégies. Par exemple, Isabelle qui nous dit « Bien, moi, une des manières que j'ai de gérer les difficultés, c'est de demander de l'aide. Je demande de l'aide parce qu'il y a une certaine conscience en même temps à l'intérieur de moi qui dit « Bien, appelle quelqu'un, tu as besoin d'aide, tu ne mérites pas de mourir. » Alors, ce sont des adolescentes, évidemment, pour plusieurs d'entre elles, qui font face à des idéations suicidaires. Une autre va nous raconter comment elle arrive à se réconforter. Alors, Catherine nous dit qu'elle se réveille en sursaut presque chaque nuit. D'ailleurs, j'ai dû le couper un peu pour la présentation, mais parfois en sueur. Elle nous dit « Je m'assois dans mon lit, je regarde les petites étoiles phosphorescentes qui sont collées au plafond, je prends mon toutou, je le serre contre moi et je me rendors. » Sur le plan de l'estime et du soin de soi, plusieurs d'entre elles s'accordent peu de valeur. Natacha va nous dire « Je m'occupe plus de ma mère que je m'occupe de moi. Je me laisse de côté un peu, puis je m'occupe plus des autres que de moi. » Et Myriam va nous dire « Je me vois comme nulle, je me sens inférieure, je n'ai pas trop confiance en moi. » Il y en a toutefois, je tenais à quand même le mentionner, qui sont capables de se voir dans l'avenir, de se projeter dans l'avenir, de se trouver des qualités. Alors, Lia nous dit « Je suis quand même une belle personne. » Et José nous dit « Je suis comme plus mature, je pense, pas comme une fille de mon âge. Tu sais, j'ai été élevée dans un centre. Donc, déjà en partant, j'ai été élevée en fonction des adultes avec leur mentalité. » Pauline nous dit « Je me vois comme quelqu'un qui a de l'avenir, qui a quelque chose devant elle, mais qu'il faut qu'elle règle quelque chose qui est derrière elle, qui l'empêche d'avancer. » Sur le plan de l'identité et de la cohésion du soi, plusieurs des adolescentes qu'on a questionnées, sur le plan, on appelle ça des symptômes de dissociation, nous parlent d'états bizarres. Elles vont qualifier ces états-là de bizarres et lorsqu'on arrive à bien les questionner, elles vont nous en confier. Alors, je vous ai donné un exemple avec Sophia. Sophia qui nous dit « On dirait que je vois une personne invisible, puis je commence à parler toute seule et à raconter des histoires. Je peux me mettre à la place d'un jeune, d'un bébé, et là, elle nous fait toute une liste de personnes, de types de personnes qu'elle peut prendre comme personnage. Je me suis déjà mis à la place de n'importe qui, et je parle toute seule dans ma chambre. Puis après, je retourne vers moi et je me demande à moi-même avec qui je parle. » Sur le plan de l'attachement, on observe beaucoup de méfiance, notamment vers les hommes. C'est un thème qui revient souvent. Par exemple, Peggy Anne va nous dire, par rapport aux hommes, « Je suis comme pas beaucoup en confiance. Il faut que ça fasse longtemps que je connaisse la personne, puis qu'il y ait d'autres mondes qui la connaissent, cette personne, et depuis longtemps. » Sur le plan d'attachement, on observe aussi des relations quand même où leur chum, leur partenaire amoureux, va être assez dominant. Alors, Mégane nous dit « J'avais peur de lui dire non parce que, genre, il était souvent fâché. Puis, je n'osais pas lui dire, mais je n'avais pas peur de lui. Fait que, quand ça ne me tentait pas, je lui disais, sauf que je lui disais pas bête. » Un autre exemple est celui de Marie. Elle parle de son chum. Elle nous dit « Il est dominateur, il veut tout décider, il est contrôlant. » Pendant que j'étais en fugue dernièrement, et là, je fais un clin d'œil à Sophie qui travaille sur la fugue, j'étais avec, puis on habitait en appartement. Je ne sais pas combien de fois, là, je m'excuse, je vais reprendre ses paroles, je ne sais pas combien de fois qu'il m'a crissé un fusil d'en face à cause que je voulais m'en aller puis que j'étais écœurée de lui. Alors, ça va aussi mettre la table pour la prochaine présentation d'Anne-Marie Ducharme qui va nous parler justement de l'exposition des jeunes filles en protection de la jeunesse au phénomène des gangs. Et enfin, sur le sens donné à la vie et au trauma, plusieurs nous ont parlé du fait qu'elles voulaient fonder famille, qu'elles voulaient aussi aider les autres, qu'elles se projettent comme ça dans l'avenir en disant « Bien, moi, avec ce que j'ai vécu, je vais avoir une famille, ça va être important pour moi, ou je veux redonner au suivant, je veux aider les autres. » Mais je vous donne d'autres exemples. Peggy Anne va nous dire « Ce qui donne un sens à ma vie, c'est tout le soutien moral, toute l'aide que j'ai autour de moi. Ils me disent que j'ai des valeurs, que je suis quelqu'un de très, très, très aimable, puis que je vais réussir dans la vie.
Alors, je voulais retenir cet extrait-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes intervenantes dans la salle. Donc, vous voyez comment ça peut être important dans la vie d'une jeune, l'entourage. Par contre, certaines ne réussissent pas à trouver de sens, du moins au moment où on les a rencontrées. Par exemple, Lia va nous dire « Je suis tellement révoltée. Pourquoi que moi, je suis venue sur la Terre? Je me suis fait abuser, j'ai eu une enfance en centre d'accueil. Pour moi, je suis dans un monde assez bizarre. Fait que je me demande qu'est-ce que je fais sur la Terre? » Et elle va même jusqu'à ajouter « Pourquoi ma mère m'a mis au monde, finalement, pour m'abandonner ensuite? » Alors, c'est vraiment un tour de piste très rapide avec des contenus, j'en conviens, assez sensibles. Mais ce qu'on peut voir émerger de ces conséquences-là, c'est de nombreux besoins de rétablissement qui touchent la sécurité en relation, l'empowerment, le besoin de reprendre du pouvoir sur sa vie, le besoin de développer des stratégies pour maîtriser les difficultés et aussi le besoin de croire en une vie meilleure, hein? Et donc, ça m'amène à vous parler très brièvement du modèle de rétablissement du trauma complexe qui a été développé par Herrmann à l'époque et qui est toujours, à mon avis du moins, bien pertinent. Alors, Herrmann, avec son observation des victimes et ses collaboratrices, elle a travaillé pendant de nombreuses années auprès des victimes, nous a présenté une trajectoire habituelle de résolution, de rétablissement des traumas qu'elle présente en 3 étapes. Première étape est le rétablissement de la sécurité, la deuxième, remémoration, intégration et deuil, et enfin la troisième, reconnexion avec la communauté. À la première étape, je vous dirais que ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble des conséquences des adolescentes qui ont vécu des agressions sexuelles sévères, on est vraiment à l'étape 1 de rétablir la sécurité. Les objectifs à ce moment-là de travail, de l'intervention, sont vraiment de s'assurer que la victime est dans un environnement sécuritaire, mais aussi qu'elle reprenne minimalement un peu de pouvoir sur les difficultés qui entravent son fonctionnement à tous les jours. Donc, ils ne sont pas obligés d'être parfaitement résolus, mais il faut qu'elle sente qu'elle a suffisamment de pouvoir sur ces difficultés-là. L'étape 1 va souvent se conclure, on va dire qu'elle est conclue lorsque la victime a au moins un lien, créé un lien significatif de confiance avec une personne et que, selon elle, la maîtrise de ses difficultés est sous contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on va dire que cette étape-là est résolue. Si la victime le souhaite, elle peut alors entamer l'étape 2, qui est vraiment un épisode de travail, d'intégration du trauma, qui passe, selon Herrmann, par une certaine remémoration de ce trauma-là et qui implique un deuil important, des pertes qui ont été causées par ce trauma-là, des pertes qui ne reviendront pas. Hein. Ce qui a été perdu dans un trauma ne reviendra pas. Alors, c'est une étape très importante et elle ne doit pas parvenir trop rapidement à cette étape-là, parce que si à l'étape 1, les symptômes ne sont pas bien gérés, bien, ça va précipiter un épisode dépressif. Et enfin, l'étape 3, c'est vraiment une étape de renégociation des relations entre la victime et l'extérieur, la communauté, que ce soit les relations actuelles, la relation avec l'auteur ou encore de nouvelles relations. Très rapidement, les forces et limites de l'étude, avant que je conclue. Donc, on a un échantillon de bonne taille, assez homogène, des entrevues qui ont fait un tour de piste complet, des conséquences du trauma complexe, telles que vécues et rapportées par des adolescentes. Sur le plan des limites, il faut quand même savoir que les conséquences peuvent découler de la juxtaposition de plusieurs événements traumatiques. On est dans une population de jeunes filles desservies par les centres de protection de l'enfance. Elles n'ont souvent pas seulement vécu une agression sexuelle sévère, peuvent avoir subi, et plusieurs d'entre elles nous le disent, de la négligence, de la violence psychologique, etc. Et il faut savoir que c'est une collecte de données qui date de quelques années. Donc, il se pourrait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a des nouvelles conséquences dont on ne tient pas compte là, actuellement dans ces données-là. Alors, je vous remercie beaucoup et je vais céder la parole maintenant à Anne-Marie Ducharme. Donc, je m'appelle Anne-Marie Ducharme, je suis candidate au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, puis je suis bien heureuse de venir vous présenter les résultats de ma thèse aujourd'hui, qui porte sur les filles impliquées dans les gangs de rue, puis les séquelles traumatiques au début de l'âge adulte qu'elles manifestent. Donc, un petit plan de la présentation, je vais juste faire une petite introduction sur les filles impliquées dans les gangs de rue qui se trouvent vraiment dans les contextes entre la délinquance et la maltraitance subie. Il
C'est de ça les objectifs puis les résultats de la thèse. Puis finalement, une petite discussion vraiment qui est plus sur les pistes de réflexion sur la gestion du risque puis comment favoriser le rétablissement là, de ces adolescentes-là et jeunes femmes. Donc, les adolescentes qui s'impliquent dans un gang de rue présentent des niveaux de délinquance qui sont quand même assez élevés, toujours moins sévères que les garçons membres de gangs de rue, mais quand même, on remarque des taux plus élevés que les garçons et les filles jeunes contrevenantes qui ne sont pas associés à un gang de rue. Puis ces comportements-là délinquants chez les filles impliquées dans les gangs de rue, on peut les comprendre à la lumière des théories féministes en criminologie qui proposent de s'intéresser là, au contexte de pouvoir entre les garçons et les filles, ou les contextes où les filles vont être dans des situations d'oppression qui vont favoriser l'adoption de comportements délinquants. Par exemple, au sein des gangs de rue, les filles sont dans un contexte là, qu'on connaît où la dominance masculine est très présente, voire la violence envers les filles parfois valorisée. Donc, les filles peuvent tenter de négocier leur place au sein du gang de rue, d'avoir un certain statut, d'avoir une valeur en adoptant des comportements délinquants et pour éviter d'être la cible de victimisation, entre autres. Les adolescentes qui s'impliquent dans un gang de rue font aussi face à une forte exposition à des événements potentiellement traumatiques, à la fois à l'enfance et à l'adolescence, donc à la fois en tant que témoin, victime, mais aussi auteur d'actes de violence. Donc, les mauvais traitements subis à l'enfance, les abus, négligences, agressions, c'est un facteur de risque à l'implication dans un gang de rue à l'adolescence. La violence dans la communauté aussi. Puis, au sein du gang de rue, les adolescentes sont aussi plus susceptibles de vivre certaines violences sexuelles, psychologiques, physiques, et souvent de la part même des membres de gangs de rue là, dans lesquels elles sont. Donc, elles sont aussi plus à risque là, d'être exposées à la violence aussi violente pendant l'implication dans le gang de rue. Donc, c'est des expériences qui correspondent à la définition de trauma complexe, là, donc parce que c'est des expériences qui sont répétées, prolongées dans le temps, quotidiennes, mais aussi perpétrées par des personnes en qui elles ont confiance, donc les autres membres de gang de rue qui sont supposés être des amis, des personnes proches d'elles. Donc, ça m'amène à ma thèse où je me suis intéressée aux séquelles traumatiques de l'implication dans un gang de rue à l'adolescence, au-delà des effets des mauvais traitements subis à l'enfance et des agressions sexuelles subies à l'enfance, donc dans un contexte hors gang de rue. Je m'appuie sur le modèle du trauma du soi de Brière, donc très, très brièvement. Brière s'intéresse plus particulièrement à 3 domaines développementaux qui vont être affectés par l'exposition au trauma à l'enfance. Donc, ce qui est dit, c'est qu'une exposition traumatique à un jeune âge va venir interrompre le développement normal des capacités internes qu'on nomme la régulation émotionnelle, les habiletés interpersonnelles, mais aussi la cohésion identitaire. C'est des capacités qu'on mobilise normalement quand on fait face à des situations difficiles de la vie, puis qu'on développe normalement dans un environnement sécuritaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez les filles impliquées dans un gang de rue qui sont exposées à beaucoup de traumatismes sur une base, je dirais, quotidienne. Donc, une interruption du développement dans ces capacités-là va amener aussi une vulnérabilité supplémentaire à se sentir dépassée par le trauma ou les événements subséquents qui arrivent. Par exemple, les filles qui ont des symptômes du stress post-traumatique, ça va engendrer une certaine détresse psychologique quotidienne. Donc, l'interruption du développement de ces capacités-là va rendre plus difficile là, de s'adapter à cette détresse-là. Puis, ça va amener une utilisation de stratégies d'évitement qui, à leur tour, vont entraîner finalement l'interruption encore du développement des capacités. Donc, ça m'amène à ma thèse, donc, qui porte sur les effets de l'exposition aux gangs de rue sur les symptômes traumatiques manifestés au début de l'âge adulte, comme je le disais tout à l'heure, au-delà d'événements traumatiques subis antérieurement. La méthodologie, on a rencontré 110 adolescentes placées dans un centre de réadaptation. Donc, c'est des adolescentes qui ont été rencontrées dans un projet plus large là, de ma co-directrice Nadine Langto. Donc, elles ont été rencontrées à 6 temps de mesure, donc au temps 1, à leur admission dans le centre de réadaptation, où est-ce qu'elles avaient en moyenne 15 ans. Puis finalement, au temps 6, 4 ans et demi plus tard, elles avaient environ 19 ans, donc au début de l'âge adulte. On s'est intéressé à l'exposition aux gangs de rue, donc entre le temps 1 et le temps 6. On a mesuré à la fois l'occurrence, donc avoir été exposé aux gangs de rue au moins une fois entre le temps 1 et le temps 6, mais aussi à la récurrence d'exposition aux gangs de rue, donc le nombre de temps de mesure qu'elles ont rapporté avoir été exposées aux gangs de rue, ce qui est un peu plus cohérent là, avec la notion de trauma complexe, puisqu'on parle d'événements répétés et prolongés. Donc, on s'est intéressé à l'effet de ces 2 mesures-là, puis on a évalué les symptômes liés au trauma au début de l'âge adulte.
Les symptômes évalués, on a évalué le stress post-traumatique puis ses différents indicateurs. Les perturbations reliées au soi, donc tout ce qui est un peu plus nature dans le modèle de Brière là, aux relations interpersonnelles puis à la cohésion identitaire. L'extériorisation des émotions et plusieurs de ces indicateurs qu'on va revoir un peu plus tard. Et puis la somatisation. Donc l'exposition aux gangs de rue au sein de l'échantillon était quand même très élevée. Donc, à chaque temps de mesure, on leur a demandé au cours des 3 derniers mois si elles avaient été membres d'un gang de rue et si elles avaient fréquenté des membres de gangs de rue. Donc, on considérait qu'elles étaient exposées aux gangs de rue si elles répondaient oui à une de ces 2 questions-là. Puis, il y a 75 % de l'échantillon qui avait déjà été exposé aux gangs de rue entre le temps 1 et le temps 6, qui est quand même très élevé. Puis, parmi celles qui avaient été exposées aux gangs de rue, mais c'était en moyenne 3 fois là, sur les 6 temps de mesure qu'elles l'avaient été. Donc, on arrive aux résultats. Je vous présente ici seulement les résultats sur la récurrence d'exposition parce que je vais simplement vous dire que l'occurrence, donc avoir été exposé aux gangs de rue au moins une fois, était associée à des séquelles traumatiques uniquement sur les symptômes de somatisation quand on considère les expériences traumatiques antérieures subies. Par contre, la récurrence, donc le nombre de fois qu'elles ont rapporté avoir été exposées aux gangs de rue, permet d'expliquer les symptômes traumatiques au début de l'âge adulte là, sur l'ensemble des facteurs évalués. Donc, plus les adolescentes rapportaient avoir été exposées aux gangs de rue de façon répétée, plus elles présentaient des symptômes de stress post-traumatique, de perturbation de soi, symptômes d'extériorisation des émotions et de somatisation au début de l'âge adulte, et ce, tout en contrôlant les événements traumatiques subis antérieurement, donc les mauvais traitements dans le milieu familial, puis les agressions sexuelles subies avant 13 ans. Donc, les effets de l'exposition aux gangs de rue, là, c'est la barre en vert. Quand on décortique les résultats un peu plus, quand on regarde le stress post-traumatique, là, on voit que l'exposition aux gangs de rue a des effets sur l'hyperactivation anxieuse, donc tous les symptômes d'hypervigilance, être toujours en état d'alerte, à l'affût des dangers potentiels, par exemple. Les expériences intrusives, donc les cauchemars, se rappeler d'événements traumatiques subis quand on ne le souhaite pas. Et l'évitement défensif, donc éviter des lieux, des personnes, des activités, parce que ça nous remémore trop les événements traumatiques, puis ça engendre une détresse psychologique. Ensuite de ça, au niveau des perturbations identitaires, on remarque que l'exposition aux gangs de rue a un effet surtout au niveau de l'attachement insécure, donc tout ce qui est les conséquences aussi au niveau des relations interpersonnelles, la capacité à faire confiance aux gens, à avoir des relations interpersonnelles saines et significatives, positives avec les autres, ça devient plus difficile. Puis finalement, au niveau de l'extériorisation, donc on a des effets de l'exposition aux gangs de rue sur les symptômes de colère, les perturbations sexuelles et les comportements réducteurs de tension. Donc, j'arrive aux réflexions qui sont un peu plus au niveau de la gestion du risque, puis comment favoriser la résilience et le rétablissement des adolescentes et jeunes femmes. Donc, traditionnellement, bien, c'est sûr qu'on s'intéresse à la gestion des risques de ces adolescentes-là qui sont impliquées dans les gangs de rue pour plusieurs raisons, notamment pour les comportements délinquants et violents qu'elles vont adopter, les comportements de prostitution ou situations d'exploitation sexuelle, l'agressivité, les fugues. Donc, c'est tous des comportements qui présentent un risque pour soi ou pour les autres, puis que c'est tout à fait légitime là, de vouloir gérer ce risque-là. Donc, toujours dans le but de réduire le risque puis de cesser l'implication dans le gang de rue. Donc, c'est les approches auxquelles on pense initialement puis qui sont assez traditionnelles là, auprès des jeunes impliqués dans les gangs de rue. Toutefois, la littérature nous dit aussi que les jeunes impliqués dans les gangs de rue sont de façon générale, comparativement aux autres contrevenants, moins réceptifs aux interventions, ont plus de difficultés à faire confiance aux intervenants. Donc, ça peut engendrer plus de difficultés au niveau de l'intervention, puis un certain sentiment d'impuissance parfois de la part des intervenants quand que le jeune n'est pas disposé, n'est pas réceptif aux interventions. Je vous mets ici une petite citation là, que je me suis permis de traduire, là, qui provient d'un auteur qui parle des approches sensibles au trauma auprès d'une population judiciarisée. Puis moi, je trouvais que ça parlait beaucoup quant au changement d'approche qu'on est en train de faire actuellement. Donc, je vous la lis rapidement. En repensant notre approche, nous commençons à reconnaître les comportements qui les ont aidés à survivre dans un monde dangereux. Notre devoir est de comprendre le contexte et de voir les comportements des clients comme un ensemble de stratégies qui peuvent avoir aidé dans un environnement menaçant, mais qui, au final, minent sa capacité à trouver des stratégies appropriées pour atteindre ses objectifs personnels et établir des liens significatifs avec autrui. Donc, je trouvais que c'est une citation qui parlait beaucoup.
Donc, finalement, favoriser le rétablissement en adoptant des attitudes sensibles au trauma et en ciblant le développement des capacités internes. Donc, c'est vraiment une approche pour essayer de mieux s'engager avec les personnes, les adolescentes qui s'impliquent dans un gang de rue, donc d'adopter des attitudes sensibles au trauma. On parle beaucoup de sécurité affective, sécurité physique aussi. Donc, toujours dans le but d'améliorer la réceptivité des adolescentes aux interventions. Pardon. Donc, c'est sûr que l'adolescente qui va se sentir en sécurité va être mieux réceptive aux interventions qui sont proposées. Parce que si elle est toujours en hypervigilance, si elle a de la misère à faire confiance aux intervenants, ça va être difficile au niveau de l'intervention. Ensuite de ça, bien, les approches sensibles au trauma, je pense que beaucoup les connaissent déjà. Donc, d'avoir des attitudes pour favoriser la confiance, l'autonomisation, donner l'opportunité d'avoir des choix aux adolescents, puis de favoriser la collaboration aussi. C'est tous des choses qui peuvent améliorer la réceptivité aux interventions. Puis finalement, je reprends un peu les capacités internes de prière. Donc, au niveau de la conscience de soi, l'identité positive, une fois que les adolescentes se sentent un peu plus en sécurité, bien, leur donner les opportunités d'explorer un peu plus leur identité, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles souhaitent faire, bien, peut-être que là, on les a un peu plus l'espace pour le faire parce qu'ils ne sont pas nécessairement en situation d'hypervigilance, puis de se demander quel risque elles courent en ce moment. Donc, c'est de favoriser ces opportunités-là pour découvrir un peu plus leur identité. Régulation émotionnelle, on le sait, c'est d'avoir des stratégies adaptées, là, autres que l'extériorisation pour gérer les émotions difficiles vécues. Puis finalement, bien, il y a déjà beaucoup d'emphase qui a été mise sur l'importance là, des relations interpersonnelles puis de l'attachement qu'on crée avec les adolescentes. Et voilà, de finalement modeler c'est quoi une relation interpersonnelle avec elles qui est saine, qui est positive, puis pas seulement des relations de pouvoir dans lesquelles elles sont victimisées. Donc, c'est de leur montrer que c'est possible d'avoir des bonnes relations saines et positives et leur montrer c'est quoi surtout. Donc, j'ai fait ça en un temps record. Voilà, je suis disponible pour des questions. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Merci Geneviève d'avoir organisé ce symposium, d'avoir rappelé nos premières rencontres. Je n'avais pas cette mémoire-là, mais assurément, je sais que depuis 2009, j'ai eu le privilège de développer une super belle amitié, très précieuse avec Geneviève, au-delà de nos collaborations. Donc, je suis chanceuse de passer en troisième parce que les collègues ont mis la table pour moi, alors j'aurai la tâche facile. Je vais vous parler de sujets qui rejoignent les deux premières présentations, exploitation sexuelle, trauma et stigmatisation, comment cheminer vers une reconstruction de soi. Je tiens à dire que c'est un travail qu'on a fait en gang. Ah non, et je savais, j'ai oublié Sophie. Je m'excuse, Sophie Couture qui est là. Puis tantôt, j'ai eu un flash pendant la présentation. Je dis, j'ai oublié quelqu'un, c'est qui? Sophie Couture qui était pleinement investie. L'exploitation sexuelle, donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploitation sexuelle des mineurs constitue une forme grave de maltraitance. Elle est associée à des relations, à des situations dégradantes qui menacent l'intégrité physique et psychologique des adolescents et des adolescentes. Dans les situations d'exploitation sexuelle, il y a des relations sexuelles qui sont échangées pour de l'argent, mais elles peuvent aussi survenir dans d'autres contextes, en échange de drogue, de promesses, d'un logis, de cadeaux. Et cette exploitation sexuelle survient dans un contexte de prostitution où, bien sûr, il y a des activités criminelles susceptibles de survenir, proxénétisme, vente de drogue, violence de toutes sortes. Je vais mettre la lumière sur les adolescentes qui sont placées en centre, je devrais être un petit peu plus grande, hein? Les adolescentes qui sont placées en centre de réadaptation. Dans notre étude, comme quelques études internationales aussi, on estime qu'entre 54 et 62% des adolescentes placées ont vécu ou vivront, malheureusement, ça survient souvent pendant le placement, des épisodes d'exploitation sexuelle. Et si on prend le phénomène de l'autre côté, parmi les victimes qui sont formellement identifiées, il
il y en a entre 50 et 80 qui ont une historique de prise en charge. Donc, ça concerne beaucoup, beaucoup les ados qui sont placés, et surtout les filles. Là, bon, j'ai fait avec mon équipe, dont Sophie Couture, une étude, enfin, on travaille là-dessus depuis 2015 pour documenter les séquelles de l'exploitation sexuelle. Je vous présente aujourd'hui une minuscule pointe de tarte de ce qu'on a réalisé comme travaux. Pourquoi j'avais le goût de vous parler de cette petite pointe de tarte-là aujourd'hui? Différentes raisons. Donc, je vais focusser sur les séquelles traumatiques identitaires. Donc, Geneviève a mis la table. Anne-Marie t'en a aussi parlé dans le contexte des gangs. Une chose est certaine, et quiconque veut argumenter avec moi là-dessus a intérêt à se lever très tôt, la manipulation psychologique, les menaces, la peur, la violence, l'imprévisibilité, le sentiment d'insécurité fait partie intégrante du milieu de la prostitution, et ce sont tous des choses inévitables. Ça survient à un moment donné ou à un autre, tôt ou tard, pendant le parcours de prostitution. Un des constats qui ressort des études, c'est que le développement identitaire est particulièrement affecté par l'exploitation sexuelle. Plein d'autres sphères de développement dans toutes les bulles que Geneviève vous a présentées. On pourrait pratiquement faire du copier-coller de certains extraits. Donc, l'exploitation sexuelle affecte toutes les sphères développementales, mais particulièrement le domaine identitaire. Ce qui m'a particulièrement frappée quand on travaillait sur ce sujet-là, puis dans l'équipe, on a une bonne équipe avec des collègues qui proviennent de différents horizons, dont notre collègue Mathilde Turcotte, qui a un point de vue beaucoup plus social, puis on est une gang à travailler avec un point de vue plus psychodéveloppemental, donc ça nous ouvre un spectre de questions intéressantes. Et avec Mathilde, en travaillant le domaine plus identitaire, on est tombé sur des études qui disaient que les femmes en situation de prostitution déploient plus d'énergie et se démènent plus à protéger leur propre identité qu'à protéger leur sécurité physique et même psychologique. Sachant, revenons au premier constat, à quel point la violence est omniprésente et inévitable, puis qu'on sait que ces femmes-là se font violenter de mille et une façons, au point de vue psychologique, sexuel, physique, par des clients, par des proxénètes qui ont un parcours de victimisation important aussi à l'enfance. Imaginez qu'elles déploient plus d'énergie à se protéger, à protéger leur identité contre la stigmatisation qu'à protéger leur sécurité physique. Moi, ça m'a assez bousculé comme constat, de dire, imaginez dans quelle situation ils se retrouvent, puis en plus, sont violentées de toutes sortes, et elles doivent se protéger leur identité pour ne pas être perçues comme des moins que rien à tout bout de champ par la société et leur entourage. Donc, c'est pour ça que la stigmatisation, on ne pouvait pas faire un projet sur l'exploitation sexuelle sans parler de stigmatisation. Donc, la stigmatisation liée à la prostitution altère considérablement le concept de soi et peut avoir des effets à très long terme, même des années après que la femme soit sortie du milieu de la prostitution. Donc, on a interviewé des femmes dans notre projet, ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais qui, des années plus tard, disaient « Je me conçois toujours comme un déchet de la société et la société a raison de me concevoir comme ça. » Hein? Ça fait mal à entendre. Donc, stigma et trauma, un duo lourd de conséquences. Ça me dit que j'ai de la suite dans les idées depuis 2009. Je parle de trauma, puis je suis la première à reconnaître que c'est hyper important d'avoir des interventions sensibles au trauma, mais le petit côté criminologue en moi va puiser dans ses racines un peu plus sociologiques aussi pour dire qu'il y a aussi des facteurs environnementaux, sociétaux qui sont vraiment importants au-delà du développement individuel. Donc, le stigma, clairement, les comportements de prostitution sont associés à des sentiments de honte, d'incompétence, de rejet, d'humiliation. Pardon. Les femmes qui sont en situation de prostitution sont soumises à de multiples expériences de stigmatisation et elles en viennent à intérioriser les stigmas. Donc, elles
s'auto-accolent des étiquettes négatives qui sont dirigées contre elles et elles viennent à en douter fortement de leur propre valeur. Et ces conséquences persistent longtemps, même après la fin des activités de prostitution. Donc, d'un côté, on a vraiment le regard que les autres portent sur les femmes, puis comment la femme va intérioriser ces stigmas. Et de l'autre côté, on peut penser à la problématique vraiment dans une posture de trauma complexe. On sait qu'il y a une forte proportion des victimes d'exploitation sexuelle qui ont été agressées sexuellement à l'enfance et victimes de multiples formes de maltraitance. Ces jeunes-là ont appris à fonctionner en mode de survie, constamment en hypervigilance dans le moment présent. Donc, ça laisse très peu d'espace pour penser à des questions fondamentales, qui je suis, qui je souhaite être. Et pas beaucoup de place dans leur quotidien pour penser à ça, et encore moins pour se projeter dans le futur. Et de toute façon, se projeter dans le futur quand on se sent comme moins que rien, c'est pas très invitant. Donc, les traumas subis vont avoir une conséquence véritable sur cette capacité à se projeter dans le futur et ils n'ont pas eu d'occasion pour explorer ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, comment elles sont, c'est quoi leurs forces, leurs qualités. Si elles sont toujours en hypervigilance, de dire, bien, c'est quand la prochaine fois que je vais recevoir un coup, que je vais me faire agresser, puis que je sois constamment en état d'alerte. Donc, il en résulte que ça fait des adolescentes et éventuellement des jeunes femmes qui se connaissent très peu, qui ont un concept de soi très diffus et qui considèrent en plus avoir peu de valeur. Donc, notre question, parmi les jeunes femmes qui ont été placées à l'adolescence, on est vraiment dans un échantillon là, de bout de ligne des filles qui ont été placées. Est-ce que celles qui ont vécu de l'exploitation sexuelle à l'adolescence présentent plus de difficultés une fois devenues jeunes adultes sur le plan identitaire? Donc, quels sont les effets de l'exploitation sexuelle à l'adolescence sur le développement identitaire au début de l'âge adulte? Vous allez me dire avec raison, Nadine, si tu oublies ta collaboratrice Sophie Couture, comment peux-tu nous dire que tu n'as pas oublié de contrôler pour des variables? J'ai fait la job. J'ai pas oublié, on a contrôlé, en fait, pour des effets potentiellement confondants. Donc, si on observe un effet de l'exploitation sexuelle sur le développement identitaire à l'âge adulte, bien, il faut être sûr de notre coup, puis que ces effets-là ne soient pas associés à l'agression sexuelle à l'enfance ou aux gangs de rue. Bon, il faut contrôler pour certains effets qui pourraient confondre nos résultats. Donc, je reprends exactement la même diapo d'Anne-Marie. Ce sont les mêmes données. Depuis 2008-2009, on rencontre une cohorte d'adolescentes placées qui vieillit, qui sont rendues à presque 30 ans maintenant. Donc, du temps 1 au temps 5, donc les premiers 18 mois où on les a rencontrées, chaque fois, on demandait aux filles, as-tu échangé des comportements, des services sexuels contre de l'argent, de la drogue, des cadeaux, des promesses, as-tu dansé nu dans un bar, dans un party privé? Et tout ça nous permet de créer deux groupes, celles qui ont dit oui, j'ai déjà fait ça, celles qui ont dit non, j'ai jamais fait ça. Donc, 56 % des filles avaient répondu au moins une fois avoir échangé des services sexuels contre quelque chose. Autant 6, quand on les a rencontrés au début de l'âge adulte, on a évalué les symptômes liés au trauma et aussi le sentiment de stigmatisation perçue. On a à peu près 2000 variables dans la base de données. Là, je vous parle de 4-5 variables aujourd'hui. Et en rétrospective aussi, on a mesuré la maltraitance à l'enfance. Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré concrètement quand je vous parle de développement identitaire au début de l'âge adulte? 4 indicateurs. Donc, le sentiment d'échec. Donc, à 19-20 ans, là, les filles remplissaient des questionnaires qui nous permettent d'évaluer ces 4 grands facteurs-là. Donc, sentiment d'échec, la tendance, les sentiments d'être inférieure, stupide, inadéquate. Le sentiment de honte, une croyance fondamentale d'être mauvaise, indésirable, indigne. Faible connaissance de soi, donc une confusion au sujet de ses pensées, ses croyances. Les questions n'étaient pas écrites comme ça, là, te sens-tu confuse? Des questions plus concrètes qui nous permettent de mesurer
ce sentiment de confusion par rapport à qui on est, difficulté à se fixer des objectifs. Donc, c'est l'accès insuffisant à son moi. Là, on ne se connaît pas. Puis, le dernier indicateur, la définition de soi à travers les autres, c'est la tendance à toujours se définir selon les autres. Mes amis tournent à gauche, je vais tourner à gauche. Mes amis tournent à droite, je vais tourner à droite. Donc, être facilement influençable, se tourner vers les autres pour avoir une direction, accorder beaucoup d'importance aux besoins, aux droits, aux valeurs, aux sentiments, aux intérêts des autres, au détriment de ses propres besoins, valeurs, etc. Ça va? Vous êtes tranquille? Donc, d'abord, voyons, je vous ai parlé là, des deux types de familles, comment on peut comprendre les effets de l'exploitation sur l'identité. On va commencer par voir d'abord, est-ce que stigma et maltraitance à l'enfance sont reliés aux 4 variables que je viens de vous présenter. Donc, sentiment de stigmatisation perçu, c'est vraiment tendance à se retirer, à ne pas demander d'aide, à ne pas parler librement de ce qu'on vit, de peur d'être jugé. Donc, c'est toujours dans la réaction anticipée des autres. Puis, dans la posture maltraitance, on a mesuré 5 formes de maltraitance subies à l'enfance, abus sexuels, physiques, émotifs, négligence physique et émotive. Et on a pris le niveau de sévérité le plus important, le plus élevé vécu. Donc, on parle de la sévérité de la maltraitance subie. Ça s'affiche d'un coup, oui. Donc, vous voyez les 4 indicateurs en bas, sentiment d'échec, honte, faible connaissance de soi, définition de soi à travers les autres, qu'on a mesuré alors que les filles étaient au début de l'âge adulte. Et en vert foncé, moi, j'ai la tendance, je matche toujours avec mon PowerPoint, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein. J'ai déjà vu des chercheurs en faire une loi, vraiment. C'est un running gag. Donc, vert foncé, l'effet de la stigmatisation, vert pâle, l'effet de la sévérité de la maltraitance. Donc, vous voyez, on parle beaucoup d'approche sensible au trauma, mais vous voyez l'impact de la stigmatisation. Donc, ici, c'est tout simplement une corrélation. Là, ça peut varier entre 0 et 1. Si j'avais des 1 partout, c'est qu'on mesurait exactement la même chose. Donc, sentiment d'échec voudrait dire stigmatisation sans nuance, ça serait le même concept. Quand on approche, là, en fait, en haut de 0.3, 0.4, on parle d'une vraie relation quand même qui se tient très bien. Là. Donc, autant la stigmatisation que la maltraitance subie va être associée au développement identitaire. Donc, c'est important de garder en tête, oui, trauma, mais stigmatisation a sa part de la pointe de tarte aussi dans l'histoire. Maintenant, au-delà de ces variables-là, si on considère ces variables-là, est-ce que si on ajoute l'effet de l'exploitation sexuelle, bien, est-ce qu'il va aussi y avoir des effets de l'exploitation sexuelle en considérant qu'il y a déjà 2 variables qui expliquent très bien les difficultés identitaires au début de l'âge adulte? Donc, pour le sentiment d'échec, donc l'exploitation sexuelle ici, c'est en noir. Donc, sentiment, quand on met tout ça en même temps, c'est comme d'arriver à dire quelle variable va venir expliquer plus en considérant l'effet des autres variables. Donc, sentiment d'échec, c'est vraiment le sentiment de stigmatisation qui va expliquer le plus fortement. La sévérité de la maltraitance vient aussi expliquer assez fortement, mais exploitation sexuelle n'explique pas d'une façon significative. Donc, quand on parle de ne pas se sentir à la hauteur, se sentir comme un échec, bien, il faut avoir en tête que, oui, il y a l'historique de maltraitance, mais il y a aussi la stigmatisation perçue qui entre en ligne de jeu. Sentiment de honte, les 3 variables ici ont un effet, particulièrement la sévérité de la maltraitance. Mais vous voyez que malgré stigma et maltraitance, exploitation sexuelle vient rajouter une couche de souffrance au point de vue des sentiments de honte. Donc, c'est vraiment un jeu qui se joue à 3 ici, exploitation, maltraitance et stigma. Faible connaissance de soi. Ici, donc là, on est plus pas dans le regard des autres, mais dans l'accès à soi. Stigmatisation, ici, ne vient plus expliquer. Et c'est logique, on n'est pas dans un rapport de comment les autres
quel regard les autres vont avoir sur moi, mais comment moi, je peux accéder à mes valeurs, mes besoins, mes sentiments. Donc ici, exploitation et maltraitance viennent expliquer la faible connaissance de soi au début de l'âge adulte. Et maltraitance, là, c'est des événements qui ont pu survenir 10 ans, 15 ans auparavant, et au début de l'âge adulte, ça a encore un effet. Et définition de soi à travers les autres, ici, les 3 variables jouent, surtout exploitation sexuelle, qui est logique ici parce que les filles exploitées sexuellement sont dans un contexte où elles n'ont pas de voix. Hein? Ce sont les autres qui décident pour elles. Tu t'en vas là avec tel client, tu fais ceci, tu t'habilles comme cela, pas comme cela. Donc, vraiment, on peut voir que ça a des séquelles jusqu'au tournant de l'âge adulte, alors que ces filles-là rapportaient ne plus être dans des situations de prostitution à quelques exceptions près, puis je pense qu'on les a même enlevées du devis. Alors, l'exploitation sexuelle va avoir des effets à long terme, jusqu'au début de l'âge adulte, sur le développement de ces filles. Donc, stigma, maltraitance et exploitation, un trio qui fait mal au développement de soi. Et puis, j'ai dépassé déjà mon temps. Alors, rapidement, ce sont des jeunes filles qui ont une image de soi passablement écorchée, alors qu'elles se retrouvent au début de l'âge adulte souvent isolées et avec peu de soutien, alors qu'au début de l'âge adulte, on leur demande de faire des choix, d'avoir des projets de vie, alors qu'elles se connaissent très peu et qu'elles ont une estime de soi vraiment très, très faible. Donc, une fille qu'on a interviewée nous disait vraiment, moi, je me suis perdue là-dedans. Gabrielle, elle disait, la petite Gabi, je l'ai perdue dans mon histoire de prostitution et j'ai perdu ma confiance. Ce que j'avais le goût d'ouvrir, et peut-être que ça sera un élément de discussion tantôt, c'est comment, considérant l'effet de la stigmatisation aussi, comment se positionner, comment réagir comme intervenante et comme intervenant. On a aussi, dans le cadre du projet, interviewé des intervenantes qui œuvraient auprès des femmes en situation de prostitution. Puis, elle lançait la question, comment on se positionne face à l'exploitation sexuelle? Quelles sont nos idées préconçues, nos croyances? Donc, faire attention à ses propres idées, comment on en parle, mais plus largement, la société aussi. Puis, elle disait, quand vous parlez en mal de la prostitution, vous giflez les femmes avec une étiquette que personne ne veut porter. Et il y a une dose aussi, comment, comme intervenante, intervenant, comment on compose à être exposé à autant de souffrances et à des sentiments d'impuissance, à la grande détresse de ces femmes-là au jour le jour. Et je vais prendre le temps de la lire, celle-là. Donc, une intervenante qui disait « C'est troublant qu'on travaille dans cet environnement parce qu'on veut le meilleur pour ces femmes. » Elle est avec nous tous les jours, puis le soir, elle retourne voir des clients. Elle se met en danger à chaque fois. C'est troublant parce que, je veux dire, la violence peut s'intensifier et parfois, il y a aussi des homicides. Alors, c'est toujours une préoccupation au fond de notre esprit. Pour vous dire qu'il y a un projet en cours, on est en train de documenter les pratiques prometteuses en matière d'exploitation sexuelle, intervention psychosociale auprès des victimes. C'est un projet qui avance bien. On a déjà trouvé des programmes qui sont dispensés là, un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et certains programmes abordent la sphère identitaire. Puis, d'ici peu, on sortira là, du contenu de mobilisation des connaissances pour que les intervenants et intervenantes, les milieux de la pratique aient accès à ces programmes et à ces modèles d'intervention. Je vous remercie beaucoup.